Bonjour à tous. Alors, je voudrais commencer par évidemment remercier Cathy Pomar pour l'organisation de ce colloque, ainsi que David Mété et puis Alice pour la PEI 2D. Mon intervention va se dérouler en 3 temps. D'abord une présentation générale des conventions internationales applicables, puis une présentation du volet administratif mis en place par ces conventions, et enfin du volet pénal. Alors d'abord, les conventions. La lutte contre les stupéfiants au niveau international s'articule essentiellement autour de 3 conventions universelles conclues au sein des Nations Unies, qui organisent avant tout la production, la circulation internationale et l'utilisation licite à des fins scientifiques ou médicales de produits réglementés, et accessoirement la répression du trafic illicite. Alors d'abord, on a la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui a été amendée en 1972. Cette convention, elle constitue le texte de base du droit international des stupéfiants. Elle est dénommée Convention unique car elle abroge et remplace une dizaine de conventions internationales préexistantes. Sans s'attarder sur les conventions antérieures, on peut souligner que le principe de la limitation du commerce des drogues à des fins médicales date du début du siècle dernier, plus précisément de 1906, avec la Convention de Shanghai intervenant après les guerres de l'opium. Cette convention unique de 1961, elle porte notamment sur l'opium, la morphine, l'héroïne, la cocaïne et le cannabis. La deuxième convention nous intéressant est la convention sur les psychotropes de 1971. Elle met à jour la convention de 1961 en soumettant au droit international des stupéfiants les substances d'origine synthétique qui étaient restées en dehors du champ de la convention unique de 1961, telles que les hallucinogènes, amphétamines, barbituriques et tranquillisants. Le troisième texte d'importance, c'est la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne en 1988. Cette convention, elle est conçue pour compléter et renforcer le dispositif international et elle institue une nouvelle catégorie de substances contrôlées, les précurseurs, qui sont des substances fréquemment utilisées dans la fabrication des stupéfiants. Cette convention de 1988, elle constitue l'outil le plus complet et aussi le plus répressif en ce qui concerne la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. Alors ces 3 conventions, elles posent un système international de contrôle de la drogue. D'une part, elles organisent un contrôle du produit, c'est-à-dire qu'elles définissent les règles allant de la production à la détention licite de drogue pour un usage uniquement à des fins médicales. Pour le dire autrement, elles organisent le contrôle du marché pharmaceutique. D'autre part, elles organisent le contrôle pénal des drogues illicites, c'est-à-dire la suppression par la voie pénale de la production illicite, de l'approvisionnement et de la consommation de drogue. Donc ces 3 conventions mettent en place un double régime, administratif et pénal. Pour décrire ce double régime dans les grandes lignes, on peut dire que tout ce qui ne relève pas du marché licite relève du marché licite des stupéfiants est illégal. Tout écart par rapport à la réglementation mise en place relève du commerce illicite et donc du trafic illicite de stupéfiants, qui englobe en amont du commerce proprement dit la culture ou la fabrication et en aval l'acquisition et la détention destinées à la consommation personnelle. L'inspiration d'ensemble du système est nettement prohibitionniste et prohiber toute activité de production, de distribution et d'acquisition à des fins qui ne sont pas scientifiques ou médicales. Donc l'objectif est de supprimer l'offre à toute autre fin.
On peut rappeler qu'en 1990, l'Assemblée générale de l'ONU avait décidé que la période 91-2000 serait la décennie des Nations unies contre la drogue, portant ainsi explicitement l'utopie d'un monde sans drogue. Alors aujourd'hui, la plupart des États dans le monde sont membres de ce régime restrictif, prohibitionniste, où tout ce qui est en dehors donc, du marché légal est puni par des sanctions pénales. D'après les derniers chiffres que j'ai pu trouver, au 1er novembre 2016, seuls 11 États n'avaient pas ratifié la Convention de 1961, 14 s'agissant de la Convention sur les substances psychotropes et 9 s'agissant de la dernière Convention de 1988. C'est dire que la majorité des États sont soumis à ce cadre international. Alors, dans un premier temps, je voudrais évoquer le volet plus administratif du régime mis en place. Les stupéfiants et substances psychotropes relèvent de ce qu'on peut qualifier d'une économie dirigée, englobant la production, le commerce international, la distribution, l'utilisation ou la consommation à des fins scientifiques ou médicales exclusivement. On peut souligner que les conventions ne donnent pas de définition des stupéfiants et procèdent par énumération. La définition des substances visées, elle résulte d'une liste limitative de produits inscrits dans des tableaux figurant en annexe des conventions. Il faut souligner aussi que le nombre de produits soumis au contrôle n'a cessé de croître et que les critères utilisés ne sont pas toujours évidents. Ils sont souvent contestés, tant du point de vue médical que pharmacologique, ou sanitaire, culturel ou encore rationnel. Si on prend l'exemple du tableau 1 de la Convention de 1961, qui classe les substances possédant des propriétés susceptibles d'entretenir ou d'engendrer la toxicomanie ou un risque d'abus comparable à l'héroïne, cocaïne, cannabis, il contenait au départ 78 substances en 1961 et on est désormais à 124 en 2017. Alors le droit qui découle de ces conventions, il se caractérise par l'existence d'organes spécialisés tels que la Commission des stupéfiants, l'organe international de contrôle des stupéfiants ou encore le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues. C'est par exemple la Commission des stupéfiants, qui est un organe politique et émanant du Conseil économique et social de l'ONU, qui a le pouvoir de décider du classement d'une substance dans les tableaux des 3 conventions mentionnées. Ce pouvoir est évidemment considérable puisque la Commission peut décider de vie ou de mort commerciale d'un produit. Si l'on passe maintenant au régime pénal, là, je vais m'intéresser aux incriminations et sanctions prévues par les conventions. Par manque de temps, je ne traiterai pas des aspects relatifs à la coopération judiciaire et policière prévue dans la Convention de Vienne de 1988, sur lesquels reviendra en partie Xavier de Bonaventure. Alors d'abord, les incriminations. Ces conventions prévoient qu'afin de réprimer efficacement et de manière uniforme les comportements interdits, les États doivent ériger en infraction pénale une série de comportements intentionnels. La Convention de 1988 reprend l'énumération de toutes les infractions visées par les conventions antérieures de 1961 et 1971. Je laisserai de côté la question de l'incrimination du blanchiment pour me concentrer sur l'incrimination du trafic illicite de drogue. On peut simplement souligner que le blanchiment apparaît pour la première fois avec le droit des stupéfiants, avant d'être généralisé, de faire l'objet de conventions spécifiques. Donc la notion de trafic illicite de drogue, on la retrouve à l'article 3 de la Convention de 1988, dont je vais vous lire un extrait. Alors, l'article dispose « Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement,
à la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, etc., etc., importation, exportation de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope en violation des conventions précitées. Il vise également la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante. Ensuite, la détention ou l'achat de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope. Et puis également la fabrication au transport. L'article poursuit au paragraphe 2 que chaque État adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale à la détention et à l'achat des stupéfiants et à la culture de stupéfiants destinés à la consommation personnelle. Alors je voudrais m'arrêter sur la question de la détention ou l'achat. Je viens de mentionner ici le paragraphe 2 qui vise spécifiquement la consommation personnelle. L'usage n'est pas explicitement visé, mais pour consommer, il faut cultiver ou avoir acheté. En tout cas, il faut bien détenir. Donc, on peut considérer que le droit international pousse à l'incrimination de l'usage, mais sans l'imposer. On voit ainsi que, s'agissant des incriminations, le droit international laisse une marge de manœuvre assez étroite aux États membres. Il leur impose de conférer le caractère pénal au comportement décrit. Si l'on reprend l'exemple du cannabis, on voit qu'en vertu des conventions internationales, les pays signataires sont contraints de considérer le cannabis comme un stupéfiant. Cela signifie que l'usage à des fins médicales est autorisé, mais que parallèlement, l'usage non médical doit être érigé en infraction pénale. La légalisation du cannabis est donc interdite en vertu du droit international, sauf à modifier les listes en annexe des conventions ou à dénoncer les conventions. Alors je voudrais vous mentionner le dernier rapport de l'organe international de contrôle des stupéfiants, qui est une sorte d'autorité administrative indépendante, internationale, dont la fonction principale est de contrôler l'exécution des conventions par les États signataires, et qui publie chaque année plusieurs rapports qui fournissent un aperçu complet de la situation mondiale en matière de contrôle des stupéfiants. Alors le rapport de 2016 mentionne le cas de plusieurs pays, notamment les États-Unis et l'Uruguay, en soulignant, par exemple au sujet des États-Unis, que l'OICS a rappelé que les mesures législatives et administratives entreprises par plusieurs États des États-Unis en vue de légaliser et de réglementer le cannabis à des fins non médicales contrevenaient à la Convention de 1961. L'OICS a fait les mêmes remarques concernant l'Uruguay et la législation nouvelle. Et puis, je voudrais aussi mentionner que le cas du Danemark a aussi fait l'objet de l'attention de l'OICS. Le cas du Danemark avec les salles de consommation de drogue. L'OICS a rappelé que, étant donné que les utilisateurs doivent se procurer les substances qu'ils consommeront dans les salles de consommation avant de s'y rendre, cela posait problème par rapport aux conventions internationales. Alors, dernier temps de mon intervention, je voudrais parler des sanctions prévues par les conventions internationales après les incriminations. Sont prévues par ces conventions des peines d'emprisonnement. La Convention de 1988, qui fait la synthèse, on l'a dit, des conventions antérieures, exige que les infractions de trafic illicite de stupéfiants soient punissables de sanctions tenant compte de leur gravité, telles que l'emprisonnement ou d'autres peines privatives de liberté, l'imposition d'amendes et la confiscation. La formulation est très générale et laisse au droit national une large marge d'appréciation en ce qui concerne les sanctions pénales et la liberté de prévoir des sanctions sévères. On peut souligner que la Convention de 1988, elle suggère également la prise en compte de circonstances aggravantes, notamment lorsque
l'infraction est commise dans le cadre de la criminalité organisée. Et elle précise également que pour la récidive, il doit être tenu compte des condamnations à l'étranger. Ces conventions prévoient également des mesures complémentaires ou de substitution depuis la Convention de 1961. Il est prévu que les États, au lieu de condamner ou de prononcer une sanction pénale, peuvent soumettre les auteurs d'infractions à des mesures de traitement, d'éducation ou de post-cure, de réadaptation ou de réinsertion sociale, soit à titre complémentaire de la sanction pénale, donc en plus de la sanction pénale, soit en tant qu'alternative à la sanction pénale dans les cas appropriés d'infractions de caractère mineur lorsque l'auteur de l'infraction est un toxicomane. Il faut souligner que c'est la seule référence à la toxicomanie et aux soins dans les conventions, donc largement limitée. Les travaux préparatoires laissent apparaître que cette possibilité laissée aux États, donc de prévoir des mesures alternatives, a été pesée et mesurée. Et l'esprit du texte est bien que l'usage est répréhensible, sauf si les parties souhaitent en disposer autrement. On peut souligner que l'État n'est pas dans l'obligation de substituer une mesure thérapeutique ou éducative, mais qu'il est contraint par les conventions de sanctionner ou de soigner. Alors, en guise de conclusion, on peut insister sur la philosophie de ces conventions, qui est donc la sévérité et puis l'approche nettement prohibitionniste. Au fil du temps, l'économie générale des solutions mises en œuvre est restée la même, avec une augmentation constante de la réglementation internationale des produits, en ce qui concerne le champ d'application qui est élargi, ainsi que la technicité des conventions. Il faut cependant souligner que le consensus international sur la prohibition globale semble se fracturer eu égard aux initiatives nationales récentes, donc de certains pays, États-Unis, Uruguay, mais aussi aux initiatives internationales. On peut mentionner le groupe Global Commission on Drug Policy, créé en 2011, composé d'une dizaine d'anciens chefs d'État et de Kofi Annan, qui dénonce les conséquences négatives de la guerre contre la drogue et recommande de mettre fin à la pénalisation de l'usage des drogues inefficaces et contre-productives. Ce groupe appelle à un changement de paradigme donnant la priorité à la santé et à la prévention des risques. On peut aussi mentionner la résolution de l'ONU du 19 avril 2016 intitulée « Notre engagement commun à aborder et combattre efficacement le problème mondial de la drogue ». Quoique cette résolution réaffirme les principes, les objectifs des trois conventions étudiées, le discours évolue. Pas radicalement, il ne s'agit pas d'abolir la prohibition, mais la résolution distingue l'usage de l'abus, elle constate la difficulté, voire l'impossibilité de se procurer des drogues, soulageant la douleur dans de nombreux pays du monde, et prône pour la première fois une politique plus équilibrée, plaçant les droits de l'homme et la santé au premier plan. C'est donc une évolution incontestable. Je vous remercie pour votre attention.